Bonjour tout le monde, je m'appelle Simon et voici un nouvel épisode de À chacun son rôle, un podcast où nous invitons quelqu'un à lire et à discuter d'un jeu de rôle avec nous. Aujourd'hui, mon co-hôte Maxime et moi accueillons Pierre-Philippe pour parler du jeu Beak, Feather and Bone. Dans les notes de l'épisode, vous allez trouver le lien vers le jeu d'aujourd'hui ainsi que tous les autres jeux mentionnés au cours de la discussion. Pour se mettre en contexte, Big Feather and Bone est un jeu auto-édité par Tyler Crumrine, sorti en 2020. C'est un jeu d'étiquetage de cartes. Il est disponible sur la page itch.io de l'auteur. Et maintenant, allons rejoindre les autres pour la discussion. Bonne session! Bonjour Maxime. Bonjour Simon. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour, monsieur. Oui, Pierre-Philippe, on est justement en train de se demander quelle est ton expérience des jeux de rôle et qu'est-ce qui t'a amené à jouer aux jeux de rôle? C'est par une matinée, quand j'étais très jeune, qu'on savait pas trop quoi faire comme enfant, et un de nos amis avait un frère qui avait comme livre les premières éditions de Donjons et Dragons. Et sans trop comprendre comment est-ce que ça se jouait, on a créé des humains, des elfes, des nains. Et ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, ça va faire plus qu'une vingtaine d'années que je suis éternellement un narrateur pour mes amis. Et justement, à quel jeu tu joues en ce moment? Est-ce que tu DM plusieurs systèmes ou tu t'en tiens encore à tes premiers amours? J'ai fini par me détacher un peu de ce qui était Donjons et Dragons, Pathfinder et autres, et j'ai commencé à mettre les orteils dans tout ce qui est Powered by the Apocalypse, appréciant beaucoup le système de jeu, et je commence à maîtriser un peu plus Genesis RPG de Fantasy Flight Game, qui permet de créer énormément d'univers et de pouvoir jouer des thématiques très différentes, que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment intéressant. Genesis, honnêtement, j'ai encore jamais essayé. Effectivement, moi non plus. C'est une habitude à utiliser des dés un petit peu particuliers puis à comprendre leur signification. Mais une fois que tous les joueurs à la table sont un peu plus allumés sur leur utilisation puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est un jeu qui offre énormément de possibilités, autant en termes de narration que de mécanique. Donc aujourd'hui, on a lu le jeu qui s'appelle Beak, Feather and Bone. Moi, personnellement, j'ai lu le livre et j'ai joué une seule fois à Beak, Feather and Bone. Toi, Maxime, c'est quoi ton expérience avec le jeu? La même chose, j'ai lu et joué une seule fois au jeu. Philippe, quelle est ton expérience avec le jeu? J'ai lu le livre à quelques reprises et j'ai eu ma première et seule session avec vous, messieurs. C'est surprenant, on dirait qu'on a toutes fait la même partie. En préparation au podcast, on a organisé une partie avec moi, Maxime, Pierre-Philippe, ainsi que deux autres personnes qui sont aussi nommées Philippe. Ça va être confus un peu de parler de ça. Big Feather and Bone a une mécanique de jeu qui était centrée sur l'étiquetage de cartes. Donc, évidemment, on a besoin d'une carte, de crayons de couleur et d'un paquet de cartes. Donc, les joueurs vont, à tour de rôle, piger une carte, identifier le type de carte que c'est, donc cœur, carreau, trèfle ou pique, ce qui va leur indiquer quel type de bâtiment ils doivent étiqueter. Et le chiffre sur la carte va indiquer quelle est la valeur d'influence que ce bâtiment-là a sur le reste de la ville. Pour les cœurs, par exemple, ça va être des structures sociales, les carreaux financières, et ainsi de suite. Puis pour chacune des bâtisses qu'ils vont identifier, ils vont indiquer le beak, donc quelle est la réputation de ce bâtiment-là, le feather, quelle est l'apparence de ce bâtiment-là, et le bone, qu'est-ce que c'est vraiment ou quel est l'intérieur de ce bâtiment. Et dans le cas de figure, ils vont aussi rajouter un opposant d'une des factions opposées, donc d'un des joueurs avec lesquels ils vont jouer. Honnêtement, c'est pas mal toute la mécanique de jeu qui est représentée par ça. Donc, à tour de rôle, les joueurs vont s'alterner, piger une carte, identifier un bâtiment, l'étiqueter et passer le tour au prochain joueur, jusqu'à ce que soit tous les bâtiments sont étiquetés, soit que les cartes sont toutes passées,
ou que le nombre de rounds défini d'avance a été atteint. C'est pas mal ça la mécanique de jeu. Le jeu se passe dans une ville avec une carte déjà fournie avec le jeu, dans une ville de Ravenfolk. Corvidé. Corvidé, oui. La ville, telle qu'elle fait la map, tout existe déjà. Quand on prend un tour, on fait seulement étiqueter et définir les choses qui sont déjà sur la map. Les joueurs ont chacun contrôle, ou du moins étiquette les choses depuis le point de vue d'une faction qui est déterminée au début. On a des factions comme les mages, les mineurs, les fermiers, les rangers, les voleurs, les soldats, les vieux, les marchands, etc. Il y en a une dizaine à peu près en tout. Ensuite, après l'exemple de jeu, il y a énormément d'informations pour complimenter la session, que ce soit autant sur les Ravenfolk, leur culture et comment mettre un peu plus de couleur dans ce que vous faites, aussi leur langage, la façon dont ils s'expriment, touchant à plusieurs autres univers de jeux de rôle, comment est-ce que ceux-ci sont représentés, puis laissant énormément d'opportunités pour personnaliser comment est-ce que le peuple des Corvidés vont se trouver dans la map. Il y a aussi, un peu plus loin, d'une façon intéressante, un style de jeu alternatif rajoutant une autre faction qui est le voyageur, permettant à un joueur de jouer de façon plus traditionnelle un personnage qui va décrire de son point de vue, avec sa voix, ce qu'il rencontre en ville, en suivant toujours les mêmes mécaniques avec les cartes, comme Maxime a expliqué plus tôt. Je sais pas pour vous, les gars, mais le jeu mentionnait que c'était un jeu un peu compétitif, mais j'ai pas eu cette impression-là pendant le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, je m'aurais attendu à quelque chose d'un peu plus avec des prises de décision et où un aspect qui aurait moins été touché autour des cartes. Parce que pour gagner, en parenthèse, c'est les valeurs sur les cartes qu'on pige. Ça m'a donné plus l'impression d'un jet de dés ou simplement de la chance pour savoir qui gagne. Pour toi, Simon? En effet, il y a à peu près aucune décision qui te permet de gagner ou non. C'est simplement la chance qui le fait. Au début, quand on établit les factions, on décide aussi du siège du pouvoir de la ville. Et le gagnant a le privilège d'étiqueter, de décider qu'est-ce qui se passe dans ce siège de pouvoir-là. Et ça devient intéressant d'avoir cette compétition-là pour pouvoir comme mettre la petite touche finale à la ville, mais la façon de le faire, qui est justement juste d'avoir pigé des meilleures cartes que les autres, ça rend pas cet aspect-là intéressant. Ouais, effectivement, tu sais, je me souviens de justement Philippe qui jouait avec nous, qui a pigé presque uniquement des faces. Donc, il devait rajouter des rivaux pour chacun des factions opposées. Il en rajoutait beaucoup de descriptions pour tout ça. Mais les faces sont considérées comme une valeur zéro. Donc, au final, ça lui enlevait toute possibilité de gagner, entre guillemets, à la fin. Ce qui était, à la limite, pas frustrant, mais peut-être que je ne pense pas qu'il représentait vraiment une compétition. Sinon, à part ça, quelle était votre expérience de jeu en tant que tel? Comment est-ce que vous avez trouvé le jeu? J'ai adoré l'aspect créatif. Bon, inventer des histoires pour les bâtiments. Le fait d'avoir une faction, c'était vraiment intéressant pour canaliser un peu faire les restrictions autour de qu'est-ce qu'on pouvait créer. Avec la valeur des cartes aussi qui aidait un peu à donner quand tu pigeais un 2, ben, tu faisais un bâtiment moins important que quand tu pigeais un 9, par exemple. J'ai aimé aussi que ce monde d'être capable de construire sur les décisions que les autres ont fait. Justement, autre Philippe, qui, qui durant la partie avait fait un espèce de bloc de pierre noire qui était convoité un peu par tout le monde, puis qui était une espèce d'endroit sacré qu'il fallait toucher. On a réussi à quelques reprises à le lier à d'autres bâtiments avec d'autres factions. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant.
Pour ma part, c'est l'aspect plus coopératif. Si le livre ne met pas énormément l'emphase sur la compétition, par contre, sans cesse, il mentionne d'essayer de construire sur les réponses des autres. Pas simplement sur, pour l'exemple qu'on a utilisé avec Philippe, la roche qui était convoitée par toute la cité, mais aussi par les personnages. Quand une figure était tirée, le jeu spécifie de trouver un figurant, un rival, un ennemi qui vient d'une autre des factions des autres joueurs, donnant autant du gaz pour le joueur qui se fait choisir pour ce personnage-là et continuant d'engendrer ce genre de discussion-là, de paroles qui finit par créer un peu comme un univers vivant. Et cet exercice-là, pour moi, de création, est fondamentalement importante si un narrateur ou un maître de jeu voudrait créer un univers avec ses joueurs. J'imagine comme exemple vouloir faire une courte campagne dans une ville et que le narrateur serait intéressé à impliquer ses joueurs dans la création de personnages non joueurs, de lieux importants et de mettre leur propre touche. C'est important pour moi qu'un narrateur soit capable d'aller chercher l'investissement chez les joueurs et pour moi, leur faire rappeler hey, tel bâtiment que tu as décrit quand on avait fait la création, tu avais mentionné telle subtilité, ben je l'ai utilisé. Tout de suite, le joueur se sent beaucoup plus investi dans ses actions face à ce qui va se passer là, parce qu'il a lui-même aidé son narrateur à créer cette section-là. Je ne sais pas si pour vous, messieurs, ça serait quelque chose que vous seriez intéressé à faire ou à impliquer vos joueurs, mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans les prochaines semaines. Définitivement, puis je pense que ça fait un lien vers notre discussion plus approfondie. Donc, on avait décidé pour notre sujet de discussion approfondie de parler des jeux de création de monde, bon, justement comme Big Fair and Bone, comme outil de création. Fait que oui, c'est définitivement quelque chose qui m'intéresse de l'utiliser. D'ailleurs, je l'ai déjà fait dans le passé. Je parlerai peut-être un peu plus tard qu'est-ce que c'est les pour et les contre de qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que ce jeu-là, dans le fond, c'est en ligne vraiment dans une direction qui est de plus en plus commune dans les jeux de rôle. Beaucoup de jeux maintenant demandent, lors de la création de personnages, aux joueurs de s'impliquer un peu dans la création de monde. Par exemple, en disant de définir des personnages non-joueurs, définir des organisations, définir, par exemple, comment fonctionne un tel élément dans l'univers. Il y a des jeux qui sont, par contre, vraiment centrés sur cette création-là. Pour ceux qui ont déjà passé une session 0 à écrire le background de leur personnage, définir des rôles, puis qui se sont dit « Hey, pourquoi c'est pas le jeu au complet, cet élément-là? » Ben, ces jeux-là, c'est vraiment quelque chose qui a poussé le principe au plus loin. Je vais nommer quelques jeux qui sont, entre autres, des inspirations de Feather and Bone ou qui sont dans la même veine. On peut parler, entre autres, de Quiet Year, qui est une inspiration directe pour Big Feather and Bone, qui est lui aussi constitué d'un jeu à cartes, où est-ce que les joueurs, dans le fond, s'occupent d'une communauté qui, après une fin du monde, attendent le retour d'entités qui vont probablement détruire leur ville ou quelque chose comme ça. Mais ils vont créer des projets, des bâtiments, des choses comme ça, et identifier sur la carte qu'est-ce que c'est. Il y a d'autres jeux comme Microscope, Empire, Downfall, Icarus, Dialecte, qui vont chacun avoir des éléments précis. Par exemple, Microscope va parler plus de l'histoire d'un univers, tandis que Dialecte est vraiment centré sur le langage ou les communautés qui sont affectées par ce langage-là. Donc, on a vraiment des jeux très spécifiques, mais qui apportent chacun une expérience de création de monde très intéressante. Mais si on retourne à Big Feather and Bone, qui est vraiment un jeu d'étiquetage de cartes, je pense qu'effectivement, c'est un jeu de création de monde qui pourrait être utilisé pour identifier, comme le mentionnait Pierre-Philippe, une ville, la détailler, la rendre plus vivante ou plus personnalisée à l'expérience des joueurs. Sauf que il faut comprendre que souvent les jeux de création de monde sont des jeux sans GM, donc sans meneur spécifique. Des facilitateurs la plupart du temps, mais
pas quelqu'un qui va définir spécifiquement ce monde doit aller dans cette direction-là. Donc, il faut être prêt à avoir un certain mode de pensée et de connecter les points de tout le monde, d'être prêt à apprécier et à ajouter toutes les interventions de chacun des joueurs et de pouvoir construire là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer à tous les jeux ou à toutes les circonstances? Définitivement pas tous les jeux, mais n'importe quel jeu à la Donjon et Dragon ou des jeux qui... Qu'est-ce que tu veux dire, les jeux à la Donjon Dragon? En fait, les jeux qui sont un peu comme Carré de sable, mon sandbox, où c'est qu'on a l'espace pour aller puis se promener un peu où on veut. Il y a définitivement des belles choses à faire là-dedans. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus précis sur leur setting. La seule raison pour que j'ai dit oui, on peut utiliser ça n'importe quoi, je pense à un jeu comme genre Bands of Blades, que ce serait absolument pas une bonne idée en fait de faire ça vu son scénario comme extrêmement précis. Je te retourne la question. Si par exemple tu décidais de définir une ville, par exemple, dans ce scénario précis, si tous les joueurs sont déjà dans la mentalité de ce scénario-là, ont déjà une idée de c'est quoi les grandes lignes, mais qu'il y a des éléments qui ne sont pas définis. Par exemple, la personnalité des joueurs, ou pas des joueurs, mais des personnages non-joueurs, les villes. On pourrait utiliser ça dans les mêmes circonstances, non? Oui, par contre, encore une fois, la nature de Bands of Blade fait que on reste pas longtemps dans cette ville-là. On fait comme 2-3 games au maximum, puis on s'en va. Alors que créer une ville par exemple, Big Fire and Bone va donner comme une certaine connexion. Surtout que dans Bands of Blade, quand tu pars la ville, on assume qu'elle est détruite par les armées qui nous poursuivent. Fait que c'est d'avoir autant d'attachement à un endroit, je suis pas sûr que c'est ça comme genre la meilleure affaire. Quand que tu fais juste la quitter puis que tu sais qu'elle s'en va. Ou au contraire. Exactement, pour probablement, Max, que tu t'en allais dans cette direction-là, de voir cet investissement-là détruit par peu importe le mal ou la guerre, c'est pas quelque chose qui impliquerait les players. Moi, en tout cas, je verrais ça comme, sans dire un moment d'échec ou de tribulation, mais j'ai l'impression que je me sentirais plus investi. Ou en tout cas, ça pourrait être un test à faire avec les joueurs. Je comprends. Je comprends totalement ce que vous dites. Je pense que le traitement Big Fire and Bone à une ville là-dedans serait plus. Ce serait trop pour l'investissement. Il y a des façons de donner des investissements qui ne nécessitent pas de faire une session de 3-4 heures pour chaque ville. Là. C'est plus au niveau de l'efficacité. Oui, mais en même temps, je pense que le point de Pierre-Philippe est quand même bon aussi, dans le sens que, de toute façon, si tu jouais Big Feather and Bone dans des circonstances normales, c'est-à-dire juste le jeu pour le jeu, l'univers, entre guillemets, serait abandonné dès qu'on finit la partie. Donc, d'avoir en plus cet élément-là qui le rattache à l'univers en cours, ça peut toujours être intéressant. Mais je comprends aussi très bien ton point de dire c'est peut-être un peu excessif de le faire pour chacune des parties. J'ai pris un exemple assez extrême de mon Band of Blade. Je pense que c'est un peu ça le problème de l'exemple. Effectivement. Mais si exemple, on ferait le même exercice avec le prédécesseur de Band of Blade, Blades in the Dark, de faire l'exercice sur la ville de Dustfall, ce serait extrêmement intéressant. Je vous pose la question parce que ça vient de me venir. J'ai vu par le passé beaucoup de jeux qui ont cet élément-là de création de monde un peu intégré dans la mécanique de base du jeu. Ou plutôt, c'est comme un module qui vient se rajouter au jeu. Je pense à des jeux à la Pathfinder dans le sens de Kingmaker ou le jeu Rain, quelques jeux comme ça. Tandis que d'autres philosophies de jeu sont plus à dire je vais avoir une expérience de jeu très spécifique comme Big Feather and Bone, qui est d'identifier les bâtiments. Après ça, je vais changer de jeu pour avoir une expérience qui est encore plus spécifique on joue des aventuriers, par exemple, ou on joue tel élément. Donc, c'est des systèmes de jeu complètement différents, mais qui viennent s'intégrer dans le même univers de jeu. Est-ce que vous pensez qu'il y a une des solutions qui est la meilleure? Donc, par exemple, un jeu qui va intégrer on va dire la création du monde, les interactions que les aventuriers vont avoir avec le monde, ce genre de choses-là, en la mécanique,
ou vraiment de distinguer un et l'autre pour avoir une expérience qui est beaucoup plus précise et mieux? Est-ce que vous avez une impression qu'il y a un des deux qui est mieux que l'autre? Pour Big Feather and Bones, une de ses forces, mais peut-être aussi une de ses faiblesses, j'ai l'impression que c'est sa simplicité. N'importe qui peut lire le document qui est à peine une trentaine de pages, qui est majoritairement rempli par des images, et comprendre comment jouer. Sauf que il y a aussi beaucoup de choses qui est laissées à l'interprétation des joueurs. Si un groupe est moins inspiré, le jeu va être un peu plus vide, moins élaboré, mais j'ai l'impression que n'importe qui voudrait s'asseoir et regarder le système pourrait trouver des façons de le personnaliser, de le complexifier un tout petit peu. Un paquet de cartes, c'est facile à utiliser, mais utiliser, exemple, des dés pour rajouter une profondeur qui touche un peu plus à l'univers dans lequel on veut l'utiliser, c'est facile. N'importe qui, sans avoir des années d'expérience, peut aller dans cette direction-là. Et ensuite, ça peut être utilisé pour plein d'autres systèmes. C'est sûr qu'il n'y a pas cette profondeur-là, exemple de géopolitique, mais si les joueurs sont intéressés à l'utiliser, ils peuvent facilement essayer de le décrire. Mais ça nécessite aussi que ces joueurs-là mettre le pas de l'avant et aillent dans cette direction-là, aient des connaissances et essayer de pousser le système plus loin. Parce que dans les 30 pages qu'on a lues, il n'y a absolument rien qui parle de ce genre de situation-là. Et est-ce que tu as l'impression que c'est accessible aux nouveaux ou à des nouveaux joueurs? Ou est-ce que ça... J'ai ressenti un peu ça dans ce que tu disais. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ce genre de jeu-là va avoir de la difficulté à jouer à ce jeu-là? En plus de prendre que c'est pas un jeu de rôle traditionnel, qu'on crée un personnage, qu'on lui crée un historique et ensuite on le joue avec sa voix, c'est très facile pour n'importe qui de juste sortir des idées rapidement et essayer de même construire sur ce que les autres mentionnent. Pas besoin des idées traditionnelles qu'on utilise pour tous les jeux de rôle, mais oui, j'ai l'impression qu'en dedans d'une heure de lecture, tout est compréhensible, facile, les thématiques sont simples et on parle de Ravenfolk depuis le début, mais c'est facile en un quart de tour de changer ça pour une ville d'humains, pour une ville d'elfes, de nains. Et aussi, il y a les cartes qui sont... il y a une carte qui est déjà livrée avec le livre, mais n'importe quelle carte vierge peut être utilisée. Donc, c'est facile pour n'importe qui arrive en possession du livre de facilement jouer à son niveau d'expertise et aussi à son intérêt. Donc, oui, n'importe qui est intéressé par soit les jeux de rôle et ou qui est familier avec des jeux de société peut très facilement se faire expliquer les règles et avoir un bon temps, je crois, avec le jeu. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu après sur comment adapter ou comment ce jeu-là peut s'adapter à d'autres univers. Mais j'aimerais t'entendre, Simon, sur est-ce que tu penses que c'est facile pour les nouveaux joueurs? La question initiale aussi. Pour qu'est-ce qui est des nouveaux joueurs, je pense que oui, c'est mécaniquement extrêmement simple. Pour les nouveaux joueurs, c'est probablement juste ça qu'on a besoin. Le fait, je sais qu'on a tendance à penser que puisque c'est pas comme un jeu traditionnel, que c'est différent, puis ça peut être difficile à comprendre. Je trouve que justement, c'est le contraire. Quand il y a des joueurs qui sont comme nouveaux dans le jeu de rôle, etc., le fait de pas avoir d'expérience avec des jeux de rôle plus traditionnels peut rendre ça plus facile à rentrer dans l'état d'esprit que ça prend pour jouer à des jeux comme Big Fire and Bone, qui sont juste pas juste, mais c'est des jeux de créativité collective. C'est un exercice de créativité à la base, ce jeu-là. Puis malgré que c'est vraiment le fun de pouvoir utiliser cet outil, cet exercice créatif pour les parties, ça reste aussi comme juste un jeu créatif, mon de base. Je pense que personnellement, je préfère quand que ces outils de créativité-là sont directement dans le jeu. Par exemple, je pense qu'il y avait, on pourrait dire Legacy, Life Among the Runes.
Définitivement. Qui est un jeu post-apocalyptique où chaque personne va jouer une faction, mais quand on choisit notre faction, on définit un peu le rôle de cette faction-là dans l'univers et ainsi l'univers en tant que tel. Puis il y a même à la première session des questions à répondre, des éléments sur la map à faire selon la faction qu'on a. Donc, juste le fait de choisir notre faction et de passer au travers de la création de la faction, créer le monde comme ensemble et en groupe, qui est comme genre un mini, même pas un mini, c'est quasiment Big Fire and Bone est quasiment plus simple que la création de faction dans Legacy. Effectivement. De mémoire, quand on avait joué à Legacy, juste la création des factions avait pris encore plus de temps que la game complète de Big Feather and Bone qu'on a faite. Ouais. Puis, l'avantage de ça, c'est que l'exercice de création, elle est dirigée directement au type de jeu que le jeu essaye de faire. Le Big Feather and Bone, ça crée une ville. C'est tout. J'ai dit ça comme si c'était un problème, mais c'est aussi un avantage. Ça crée une ville. C'est tout ce que ça fait. Si, après ça, on l'utilise dans une partie qui se passe dans une ville, tant mieux, c'est good, ça va bien. Mais je pense que c'est un peu ça mon point tantôt avec Band of Blades. Si on est plus qui est dans une campagne militaire, toujours on the move, juste créer une ville, c'est juste un petit bonus. C'est pas le focus du jeu. C'est un bon point, effectivement. Est-ce qu'on devrait parler plus du downside, Simon, ou de l'application de Big Feather and Bone? J'ai mentionné tantôt que j'avais déjà fait l'exercice justement d'utiliser un jeu de création. C'était avec le jeu Microscope que tu as mentionné un peu plus tôt. J'ai pris mon groupe et on a fait une partie de Microscope dans le but d'utiliser l'univers qu'on a créé à la fin dans mon pays, de tourner ça en campagne de jeu. On a créé un univers parce que comme tu dis, Microscope, c'est plus l'historique de la chose. Donc, on a créé l'historique au complet. Puis, à la fin de ça, moi, j'ai comme sélectionné un moment dans cet historique-là. Puis, on a placé notre campagne à ce moment-là. Il y a une chose que j'ai pas aimée dans cet exercice-là, c'est que à un certain moment, le restant des joueurs ont commencé à focusser sur qu'est-ce qu'ils voulaient dans leur univers plutôt que de jouer au jeu directement, que de jouer à Microscope. Bon, même allant jusqu'à comme pousser des règles et comme utiliser leur tour pour établir des choses qui avaient absolument pas rapport avec qu'est-ce qu'on était en train d'établir à ce moment-là, pour être sûr, admettons, que cet aspect-là ne se retrouve pas dans la partie, ou être sûr que cet aspect-là se retrouve dans la partie par après, ce qui est pas tant une mauvaise chose, mais j'ai trouvé que ça l'a beaucoup diminué mon plaisir à jouer à Microscope. Je pense que vraiment, il y a un certain plaisir à juste créer pour créer, pas nécessairement de créer dans un but précis, ce qui est le but un peu de ces jeux-là comme Big Fire and Bone, Microscope, etc. Une fois que la partie est finie, la partie est finie, c'est tout, on a fait une belle ville et c'est suffisant, c'est correct. C'est un peu pour ça aussi que je préfère quand que la création du monde est déjà intégrée dans le jeu, parce que là, ça focus, ça met l'emphase vraiment là-dessus. Et justement, ce qu'on veut ou qu'on veut pas dans le jeu ça fait vraiment partie de la session qu'on est en train de faire, du jeu qu'on est en train de faire. C'est pas deux exercices différents j'avais l'impression que c'était deux exercices différents qui connectaient mal, comme des pièces de puzzle, qu'il y avait une couple de pièces qu'il fallait comme un peu plier, découper pour être sûr que ça connecte ensemble. Alors que quand c'est déjà à l'intérieur du jeu, j'ai pas cette impression-là. C'est sûr aussi que ce genre d'exercice-là ou de jeu va être un peu modelé par l'interprétation que chaque joueur a de l'exercice ou du jeu. C'est sûr que s'ils s'attendent à utiliser l'univers dans une partie quelconque, ou comme l'exemple que tu as donné, avoir une ligne du temps, ils vont peut-être chercher à mettre l'emphase sur certaines choses. Mais je me demande si d'avoir fait, pas une session zéro, mais d'avoir mis en perspective ce que tout le monde voulait de la session n'aurait pas pu aider à la situation. Je pense qu'effectivement, ça demande une certaine maturité de la part des joueurs.
c'est pas toujours évident de bien définir ce qui est attendu par tout le monde. Je pense que ça renforce encore plus l'intérêt comme on le mentionnait, pas nécessairement une session zéro, mais plus de bien identifier c'est quoi les objectifs de chaque joueur puis chaque personne dans le jeu. Est-ce que c'est jouer au jeu pour le jeu? Est-ce que c'est de jouer le jeu pour créer un univers spécifique? Si, par exemple, dans mon univers, moi, je veux avoir des hommes-chats, que Simon, toi, tu veux rien savoir des hommes-chats, ça risque d'être une journée assez pénible si on essaye chacun à tour de rôle de créer des hommes-chats dans l'univers puis de les détruire. Ça. Je donne un exemple bien basique, mais ça représente quand même la dichotomie qu'il peut y avoir. Mais le pire, c'est que c'était ça le point de tension dans Microscope, c'était l'utilisation des races autres que des humains. Puis en repensant puis en discutant, je me rends compte que déjà, moi je suis pas rentré dans la partie de Microscope, probablement avec la même intention que les autres. Les autres avaient l'intention de créer un univers pour leur prochaine partie. Moi, j'avais l'intention de jouer à Microscope et ce qui allait en sortir, l'utiliser après ça dans la création de l'univers. Fait que oui, je n'avais pas la même intention que tout le monde. Il y a aussi, je pense, juste un oubli général parce que Microsoft a cet outil-là au début de la partie qu'on fait une espèce de palette de choses qu'on veut dans l'univers et de choses qu'on ne veut pas dans l'univers. Et je pense qu'on n'a juste pas pensé présence de races fantastiques quand on a fait la palette et le point s'est ajouté comme beaucoup plus tard dans la partie. J'avoue que c'est pas nécessairement facile de penser à tout dès le départ. Big Feather and Bone, à titre d'exemple, n'a pas cette tendance-là de dire OK, voici ce qu'on veut avoir ou ce qu'on veut pas avoir. Mais je pense que c'est quand même important d'en discuter. Surtout dans une création de monde. Par exemple, on pourrait ne pas avoir du tout le même ton un que l'autre de ce qu'on veut que la partie soit. Ce qui m'amène un peu à revenir sur ton point de plus tôt, Pierre-Philippe. Tu mentionnais que Big Feather and Bone pourrait être utilisé à toutes les sauces. Il pourrait facilement être adapté pour une ville humaine, une ville elfe, peu importe. Là, on reste dans le fantastique. Je me demande à quel point est-ce que vous pensez que Big Feather and Bone est vraiment attaché aux Ravenfolk qui l'ont vu naître ou quoi que ce soit. Je sais que, à titre d'exemple, il y a une expansion, entre guillemets, qui fait le même jeu, mais avec des sirènes. La même chose au fond de l'eau avec une autre race fantastique. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être mené plus loin? Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Est-ce que ça vaudrait la peine? Peut-être que Pierre-Philippe, tu pourrais continuer ton point un peu plus tôt. Je crois que oui. N'importe qui voudrait aller vers ce modèle de création-là pourrait juste porter la chose à n'importe quelle sauce. Une des grosses forces d'avoir une mécanique qui est si simple, c'est de ne pas lier ces mécaniques-là à des races ou des aspects temporels. Si on enlève tout ce qui est Ravenfolk du livre, on se retrouve avec un système qui est de piger des cartes, de les associer à des bâtiments et d'expliquer leur utilité. Et aussi de trouver, avec les figures à travers le paquet de cartes, des rivaux. Moi, j'aurais aucune problématique avec des joueurs de mentionner bon, eh bien, on va piger des cartes et vous allez m'expliquer dans une ville post-apocalyptique, dans un futur très lointain, qu'est-ce que tel bâtiment d'un groupe de réfugiés, des hommes robots qui ont téléchargé la conscience d'humains à l'intérieur de leur cerveau font avec tel bâtiment. Le jeu se porte à ça. Il offre un aspect que probablement l'auteur a voulu impliquer par ses propres intérêts. Mais une fois tout ça décortiqué, on peut l'amener à n'importe quelle sauce. C'est même pas un exercice qui est complexe. Ça nécessite juste de laisser aller un peu plus son imagination. En effet, tu sais ce que tu as besoin pour adapter ce jeu-là, c'est une carte puis des factions. J'en ai parlé rapidement dans Big Feather and Bone, il y a différentes factions, les mages, les voleurs, etc. Dans le livre, la description d'une faction, c'est simplement le nom et une image. Mais cette image-là a quand même de nous donner justement une idée de où c'est qu'on s'en va, une thématique, etc. Mais dès qu'on fait nos propres images, nos propres actions, puis qu'on a une carte,
on peut en effet faire ce qu'on veut. Probablement que oui, l'auteur a été avec ses propres intérêts. La seule chose que je vois, puis c'est pas nécessaire mécaniquement, mais la seule chose que je vois qui est intéressant à utiliser les Corvidés, les Ravenfolk, plutôt que quoi que ce soit, c'est dans l'esthétique, justement, le nom Big Feather and Bone rapporte à des, à des oiseaux carrément. Puis quand on définit justement le beak, qui est la bouche, qu'est-ce que les gens pensent, parlent en fait du bâtiment, feather, le plumage, l'aspect l'aspect visuel, puis bone, l'intérieur, comment c'est construit, cette espèce d'outil mnémonique-là pour se rappeler c'est quoi les 3 éléments qu'il y a à faire. Ça, je pense que ça a un lien intéressant avec utiliser les Ravenfolk. Mais ça s'arrête là. C'est pas nécessaire, c'était juste intéressant. Je donne comme exemple l'affaire de la portion avec les sirènes, ben, c'est Tail, Scale and Bone. Encore une fois, il y a une certaine compréhension. Le Tail, je ne suis pas trop sûr c'est quoi le lien avec la réputation, mais Scale pour l'apparence, Bone, encore une fois, qui vient sortir. Puis là, ça me fait rire un petit peu parce que je pense à ce qu'avait dit un de nos collègues joueurs la dernière fois, Philippe. Il avait mentionné est-ce que ça serait possible de jouer à ce jeu-là dans un petit village de la Gaspésie? Fait qu'au lieu d'avoir Big Feather and Bone, ça serait bouche, ceinture fléchée et os. Ou quelque chose du genre. Je donne des exemples puis j'exagère, mais est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller dans un jeu peut-être plus moderne, même réaliste à la limite? C'est-à-dire, au lieu de jouer la communauté des fermiers, je joue la famille Tremblay. Définitivement, je pense à rien qu'est-ce qu'on dit. Tout ce que tu as besoin, c'est d'une carte et d'un outil pour définir le focus des joueurs. C'est tout. Je pense qu'effectivement, ça pourrait être intéressant. Une mécanique ou une expérience assez particulière, mais qui pourrait être intéressante à faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Pierre-Philippe d'avoir été là. Ben, merci de l'invitation, messieurs. J'espère avoir l'opportunité de pouvoir jouer et de recommander cette aventure-là avec vous. Plaisir, définitivement. Merci à toi, Maxime. Merci à toi, Simon. C'est toujours un plaisir d'animer cela avec toi. Et merci surtout à vous. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et bon jeu de rôle.